Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la revue de presse grand format. C'est votre tribune dédiée au décryptage et à l'analyse de l'actualité nationale et internationale. La campagne nationale de protestation du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, contre la décision du Conseil constitutionnel à travers le dépôt des motions dans les préfectures, les parrainages citoyens, la présentation de l'équipe de campagne d'Alassane Ouattara, candidat du RHDP à la présidentielle de 2025, la nouvelle saisine de l'ONU par le PDCI en lien avec la participation de son président Tidjane Thiam à l'élection présidentielle à venir. L'Assemblée générale annuelle des Nations unies prévue le 22 septembre 2025 à laquelle le président de la République Alassane Ouattara sera représenté par l'ex-premier ministre Patrick Hachi. La distinction du président Alassane Ouattara par le forum d'Abu Dhabi pour son engagement en faveur de la promotion de la paix en Afrique. Arrestation des militants de l'opposition suivie de la réaction du procureur de la République. La 4e édition d'Abidjan Media Forum organisée par le groupe de presse L'Intelligent d'Abidjan portant sur la contribution des médias pour une élection présidentielle apaisée et la présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, présidentielle à laquelle l'actuel président Paul Biya est bel et bien candidat. Voilà l'essentiel des sujets évoqués cette semaine dans la presse en Côte d'Ivoire et que nous passons en revue dans cette émission. Et qui mieux que les hommes de médias, les journalistes, ceux-là même qui chaque jour font écho de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Avec moi en plateau, Kofo Jean Hubert, il est journaliste à l'Intelligent d'Abidjan. Kofo, bonsoir. Bonsoir Khalil. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Juste à côté de vous, nous avons Tenebe Ousmane, bonsoir. Bonsoir Khalil. Vous êtes directeur de publication de l'hebdomadaire Savane Info. Merci d'être sur ce plateau. Et en face de vous, nous avons Beta Michel, bonsoir. Bonsoir Khalil. Vous êtes directeur de publication, sinon directeur fondateur du journal Le Bélier. Messieurs, merci d'être présents sur ce plateau et pour nous aider à comprendre ce qui a marqué l'actualité cette semaine en Côte d'Ivoire. Sans transition, voyons ensemble l'essentiel de l'actualité telle que rapportée dans la presse ivoirienne ce lundi 15 septembre 2025. Les grandes unes de ce jour sont largement dominées par l'actualité politique, notamment les réactions qui ont suivi le rejet des dossiers de candidature de Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan. Cela se vérifie plus au niveau des journaux de l'opposition. C'est le cas de La Voix originale qui barre à sa une au sujet de la candidature d'Alassane Ouattara, 4e mandat de trop d'Alassane Ouattara, le PPACI promet la riposte. Dans la même veine, le quotidien d'Abidjan annonce qu'après la décision du Conseil constitutionnel, le PPACI engagera une grande campagne nationale de protestation à travers le dépôt de motions dès ce lundi dans les préfectures. Le Matin, pour sa part, estime que cette opération sera un échec et explique pourquoi dans ses colonnes. De son côté, le Nouveau Réveil revient sur la question du parrainage citoyen, affirmant que les fichiers ont été manipulés entre la CEI et le Conseil constitutionnel et s'interroge qui en est l'auteur. L'Avenir, quant à lui, publie une interview de Dr Hassen Nenebi, enseignant de droit public, qui soutient que le Conseil constitutionnel a dit le droit en écartant les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam. À l'opposé, le Patriote ne s'attarde pas sur les sujets politiques. Le quotidien salue plutôt le retour des projets du Millennium Challenge Corporation, qu'il qualifie de victoire diplomatique pour le président Alassane Ouattara. Enfin, l'Intelligent d'Abidjan évoque l'intervention du Premier ministre Begré Mambé lors de l'apothéose du Festival national de l'Afrique au Palais de la Culture. Le journal rapporte qu'il a invité les chefs traditionnels et la population
à s'engager résolument pour la paix en Côte d'Ivoire. Monsieur, l'actualité dans la presse de ce lundi 15 septembre 2025 a été largement dominée par les réactions suite au rejet des dossiers de candidature de Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam et Pascal Affi-N'Guessan à l'élection présidentielle. Le quotidien L'Avenir, dans sa parution du jour, a mis en avant une interview du docteur Arsène Nenebi, enseignant le droit public, qui estime que le Conseil a dit le droit. Monsieur, comment cette information a-t-elle été traitée dans vos différents organes de presse? Beta Michel, on commence par vous. Vous savez, pour nous, on ne l'a pas caché. Depuis toujours, les décisions du Conseil constitutionnel, notamment en ce qui concerne la candidature au troisième mandat du président Alassane Ouattara, ont été contestées même par le ministre de la Justice et plusieurs auteurs, ceux qui ont rédigé la Constitution. Et aujourd'hui, on en vient au quatrième mandat qui est toujours contesté, et non pas seulement par ceux qui l'avaient contesté déjà, mais par l'opposition. Donc pour nous, aujourd'hui, la décision du Conseil constitutionnel, bien que étant une décision, comme on le dit, insusceptible de recours, mais elle ne manque pas d'être contestée aussi bien dans le camp du président lui-même que dans le camp de l'opposition. Moi, je dis que c'est par le fait que le président Alassane Ouattara a pu contester une décision du Conseil constitutionnel qu'il est là aujourd'hui. Sinon, il ne serait pas là, parce que le Conseil constitutionnel en 2000 avait rejeté sa candidature. Et comme cette candidature, quand décision du Conseil constitutionnel est insusceptible de recours, il n'aurait même plus été capable de candidater à la présidence de la République. Mais c'est parce qu'il a contesté à un moment donné cette décision du Conseil constitutionnel qu'aujourd'hui, par des arrangements politiques, il a pu être candidat et il est aujourd'hui à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Donc moi, je pense que contester la décision du Conseil constitutionnel, si aujourd'hui c'est une décision qui visiblement ne répond pas à certaines exigences de droit, c'est normal que d'autres la contestent. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'étonner que cette même décision du Conseil constitutionnel soit contestée et que d'aucuns même dans le camp présidentiel ajoutent du gain en mood à ceux qui contestent cette décision, du fait que, moi je dis souvent, le Conseil constitutionnel c'est le garant des lois. Quand une loi est mal appliquée, le Conseil constitutionnel peut la casser. Donc aujourd'hui, on se rend compte que lorsque le président Laurent Gbagbo a été jugé par une cour qui n'est pas celle qui devait le juger en tant qu'ancien président, le Conseil constitutionnel aurait pu casser cette décision-là et prendre une décision qui va dans le sens du droit. Jean-Hubert. Moi, je pense que en réalité, il n'y a pas de débat à faire là-dessus, parce qu'on sait que d'abord, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Ça, c'est le premier élément. Mais secondo, moi, je ne comprends pas trop la posture de l'opposition aujourd'hui quand elle conteste et qu'elle parle d'un mandat illégal et que la décision du Conseil constitutionnel devrait être critiquée. Mais le Conseil constitutionnel, là, c'est le même Conseil constitutionnel qui a validé la candidature du président Alassane Ouattara en 2020. Et c'est vrai qu'on a vu la crise qui s'en est suivie. Mais après, quand le président Alassane Ouattara a été élu, le gouvernement qu'il a mis en place a convoqué une élection législative en 2021, une élection à laquelle l'opposition a pris part. Voilà, moi, si je ne reconnais pas une institution et que l'institution met en place quelqu'un que je ne reconnais pas, quand ce monsieur-là, cette entité-là organise une élection, je n'y participe pas, mais l'opposition est allée à l'élection législative. Aujourd'hui, le PDCI a des députés. À la suite de cette élection législative-là, le PPACI a des députés. Peut-être qu'on me dira qu'à l'époque c'était EDS, mais les députés ont été reversés au PPACI. Donc aujourd'hui, on ne peut pas avoir participé à des élections que le président Alassane Ouattara, qui selon eux brigue un mandat illégal, troisième mandat illégal, a convoqué. Vous devez participer aujourd'hui, vous critiquez le président Alassane Ouattara aujourd'hui. Quand vous critiquez aussi la CEI et que la CEI, cette CEI-là, elle lance les dépôts de candidature et que vous déposez vos candidatures vous-même. Finalement, on ne sait pas trop ce qui peut danser quand on écoute l'opposition. Alors, très bien. Quelle est l'analyse journalistique que vous faites de cette décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel? Selon le docteur Arsène Nenebi, dont l'interview a été mise en avant par l'Avenir dans sa parution du lundi 15 septembre, le droit a été dit. Vous le pensez? Oui, je pense que sur la question, on est tous d'accord que le Conseil constitutionnel a
est l'instance dont le verdict n'est pas susceptible de recours. Et l'opposition a légitimé les institutions de la République. Comment ? Oui, d'autant plus que Topofo disait tout à l'heure qu'ils sont allés déposer les dossiers normalement et ils sont inscrits dans le processus comme il se doit. Toutes les institutions qui travaillent prennent en compte vraiment toutes les aspirations de tous ces gens-là. Et l'opposition s'inscrit dans cette logique. Donc pour vous, c'était une façon de légitimer le processus. Il fallait plutôt ne pas aller déposer. Bon, oui, justement, le fait d'aller déposer déjà, ça veut dire que vous reconnaissez de la légitimité et de la légalité à la chose. D'accord. Et puis, l'amalgame que les gens font, souvent, c'est de considérer la situation du Conseil constitutionnel de maintenant et celui de 2010. N'oublions pas que l'arène politique, la classe politique ivoirienne avait fait appel à la communauté internationale pour arbitrer le processus. Ce pan-là, l'opposition souvent oublie ça. Et quand vous appelez un arbitre, ça veut dire que vous fragilisez vous-même vos institutions. Et à partir de ce moment, vous donnez quitus à tous les acteurs politiques de pouvoir remettre en cause ce que cette structure-là fait et dit. Et c'est ce qui s'est passé, je dirais, en 2010, quand le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur, alors que l'instance sur laquelle tout le monde s'était entendu, je veux parler de Choi, du Conseil de sécurité, de toute cette structure, toute cette ossature qui était là, eux, ils avaient dit clairement un autre verdict. Donc, c'est ce qu'ils disaient là qui primait sur la décision du Conseil constitutionnel. Donc, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, nous avons des institutions qui fonctionnent sans l'intervention d'aucune structure externe. À partir de ce moment, quand vous décidez de rentrer dans le moule, ça veut dire qu'il faut assumer, accepter que les choses aillent. Et je crois que au-delà de tout ce qui est en train d'être fait, les gens sont effectivement en train de s'inscrire dans le processus. Tout à l'heure, vous avez évoqué certains grands titres où on évoquait le président Ouattara qui recevait des prix et tout et tout. Dans l'esprit de ces lignes, c'est que le processus avance de façon inexorable. Au-delà de tous les bruits qui sont en train d'être faits, on est de plein pied engagé dans le processus pour 2025. D'accord. Alors, Béta Michel, la presse a également relayé la campagne nationale de protestation initiée par le PPACI contre la décision du Conseil constitutionnel à travers le dépôt de motions dans les préfectures depuis le lundi dernier. La Voix originale a présenté cette démarche comme une riposte du parti contre ce qu'il qualifie de 4e mandat de trop. Près d'une semaine après, quel bilan peut-on faire de cette campagne? Est-ce un échec, comme l'a titré Le Matin? Vous savez, moi, je ne sais pas, quand on dit de mettre les choses dans leur contexte, je ne sais pas pourquoi d'autres oublient certains contextes. Je dis en 2000, le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature du président Alassane Ouattara. Donc, s'il a été candidat en 2010, c'est grâce à un arrangement politique. Donc, le Conseil constitutionnel, là, si cette décision était insusceptible de recours, je pense que le président Ouattara se serait plié à la décision du Conseil constitutionnel en 2000. Voilà, c'est ce que je veux faire. Donc, quand tu veux contextualiser, il faut savoir contextualiser. Il ne faut pas prendre l'exemple de 2010 seulement, il faut partir depuis 2000. Voilà. Maintenant, pour en revenir à la protestation, vous savez, moi, je ne sais pas pourquoi... Le Matin a indiqué que ça a été un échec. Pourquoi on fait des amalgames qui sont de nature à fragiliser même notre jeu de démocratie? On dit que les décisions sont insusceptibles de recours, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les proteste pas. La protestation, c'est un droit acquis par la Constitution. On peut protester. Recours, moi je pense que le recours c'est juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une institution à laquelle tu vas faire référence pour pouvoir réjuger une décision du Conseil constitutionnel. Donc quand on dit on veut empêcher encore des gens d'exprimer leur mécontentement, je dis même, vraiment ça me fonde dans ma posture selon laquelle le Conseil constitutionnel même ne joue pas franc jeu. Mais près d'une semaine après, est-ce qu'on a déjà les résultats escomptés? Non, je dis toute démarche n'est pas ponctuelle. Ce n'est pas parce que tu as dit, je ne veux pas aujourd'hui que tu avoir le résultat immédiatement. Non, tu as fait cette démarche-là parce que tu estimes qu'à un certain moment, les décisions qui ont été prises ne sont pas de nature à garantir la paix, ne sont pas de nature à équilibrer la justice dans notre pays. Donc tu as mené une démarche, mais les résultats, ce n'est pas pour immédiatement. Voilà, tout le monde t'a vu, le peuple a vu que tu as contesté certaines décisions qui ne sont pas de nature à garantir la paix.
Donc tu les as contestés. On attend de voir. Le PPAC même projette une grande marche bientôt. Tout cela, mais ça rentre dans le cadre de la contestation. Voilà, donc je ne pense pas que c'était pour poser un acte et puis avoir un résultat immédiat que le PPACI faisait ça. Le PPACI est dans une posture très claire. Il s'agit de faire en sorte que le 4e mandat illégal du président Ouattara n'ait pas lieu. Donc ils sont dans cette démarche-là. Je pense qu'ils s'inscrivent, contrairement à ce que d'autres pensent. Ils disent non, ils ne devaient même pas avoir déposé de candidature. Mais attendez, de grâce, arrêtons de faire de la démagogie. Parce que moi, c'est ça, j'appelle de la démagogie. C'est-à-dire qu'on sait comment ça marche une république et on fait fi d'ignorer les actes qu'on doit poser. Mais ce n'est pas parce que je conteste une chose que je dois laisser toute la république, toute la latitude de la république à un individu, bien à un régime. Non, la république nous appartient tous. Donc je conteste, mais je participe à sa vie. Quand il va au travail, pourquoi on dit, mais comme tu contestes la République, pourquoi tu vas au travail? Pourquoi tu n'arrêtes pas d'aller au travail? Quand tu contestes la République, pourquoi tu n'arrêtes pas de manger, de payer à manger dans la République? Arrêtons ça quand même. Arrêtons ces gens d'amalgame qui font de sorte qu'on s'inscrit dans une attitude démagogique pour empêcher nos populations de comprendre la démarche des uns des autres. Aujourd'hui, contester ne veut pas dire se retirer. Contester veut dire participer, mais dénoncer ce que tu trouves irrégulier. Ça, au moins, on peut le faire. C'est une république quand même. On a vu des gens marcher en Europe parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec quelque chose. Mais ce n'est pas dit que demain, si on leur dit, vous voulez être député, ils vont pas, la candidature est ouverte, ils ne vont pas déposer leur candidature, mais ils vont refuser parce qu'ils ont contesté, ils vont refuser de s'inscrire dans la démarche républicaine. Non, arrêtons un moment. Soyons un peu lucides et évitons d'entraîner nos populations dans cette dérive qui ressemble plus à de la démagogie qu'à la volonté d'éclairer l'opinion. D'accord. Kofosu, cette campagne de protestation du PPAC, est-ce que vous pensez que quel bilan vous en faites? Moi, je dis que ça n'a pas été un succès. Ça n'a pas été un succès parce qu'on a vu déjà des premières images de cette opération-là, déjà sur la plateforme même du PPACI, qui a publié un peu plus d'une dizaine de photos. Quand on sait le nombre de sous-préfectures qu'on a en Côte d'Ivoire, quand on sait le nombre de départements, chefs-lieux de départements qu'on a en Côte d'Ivoire, juste quelques images. Mais le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, il a un peu expliqué l'échec de cette opération. C'est que dans la foulée, le ministre de l'Intérieur, le général Bagondo, avait envoyé des courriers aux différents chefs de service à la tête des sous-préfectures et des chefs de département pour leur dire que, attention, la décision du Conseil constitutionnel ne doit souffrir d'aucun doute, d'aucune attaque, je veux dire, d'aucune contestation. Donc, le courrier a été envoyé au sous-préfet et au préfet pour leur dire non, ne recevez pas les délégations qui vont venir. N'empêche que quelques délégations ont été reçues, mais dans la très très grande majorité, les délégations du PPACI n'ont pas été reçues. Et même lors de la conférence de presse d'il y a quelques jours du PPACI, du ministre, le président exécutif du PPACI, Sébastien Danone Didier, il a dit que lui-même il a fait sortir le fait que beaucoup de délégations n'ont pas été reçues. Il a dit. Donc, quand vous partez de cet état de fait-là, vous comprenez que l'opération n'a pas été un succès. Elle n'a pas été du tout un succès. Alors, très bien. Est-ce que cette interdiction qui a été faite aux autorités préfectorales, est-ce que vous pensez que le gouvernement avait le droit de le faire? Est-ce que c'était pas quelque part, c'est pas une forme de bâillonnement de l'opposition? C'est tout comme, mais je pense que c'est ce qui doit faire réfléchir l'opposition sur la stratégie à mettre en œuvre pour conduire leur protestation. Parce que quel est l'enjeu de tout ce qu'ils sont en train de faire? C'est de mettre la pression sur le pouvoir pour l'obliger à les appeler à la table de négociation. Alors, dans les faits, c'est une autre dynamique qu'on voit. On voit que le gouvernement est nettement engagé dans le processus. Et tout est en tout cas mis en place pour conduire le processus et d'ignorer nettement tout ce qui est en train d'être fait par l'opposition. Et en même temps, parallèlement, les dispositions du point de vue sécuritaire sont en train d'être mises en place pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Donc, quand tout ça là est mis l'un dans l'autre, on se rend compte que c'est un peu du bruit, de mon point de vue, que l'opposition est en train de faire sans réelle
objectif, sans réel résultat concret. Parce que c'est du bruit alors. On peut le dire. Parce que qu'est-ce qui se passe ça n'empêche pas le fonctionnement du pays et aucune manifestation d'envergure n'a été vue. C'est vrai qu'on nous dit qu'ils ont une stratégie qu'ils ne veulent pas ébruiter pour les jours à venir, mais dans les faits, je suis très pessimiste sur une portée vraiment nette de l'action de l'opposition. Oui, mais en fait, je voulais juste dire que quelque part, je veux dire, on pourrait dire que bon, c'est de bonne guerre, que de vouloir saisir, d'entreprendre des démarches pour contester cette décision-là. Mais en même temps, le gouvernement a été très clair. Quand vous contestez la décision du Conseil constitutionnel, vous mettez de la poursuite d'un hors-la-loi. Voilà. Donc, quand vous mettez dans une poursuite d'un hors-la-loi, vous vous exposez à la rigueur de la loi. Ça, c'est le porte-parole du gouvernement qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même savoir aussi y aller. Il faut que l'opposition aussi sache y aller. On ne maîtrise pas trop sa stratégie. Quand la liste des candidats, des 5 candidats retenus a été publiée, il y a certains Ivoiriens qui s'étaient un peu laissés aller à croire vraiment à une alliance entre, sinon, un soutien de l'un des candidats de l'opposition par l'opposition, par le PPACI, le PDCI et DA. Mais on sait qu'il y a juste hier, le PPACI a dit qu'il n'est pas question de soutenir un candidat. Et quand c'est comme ça, on ne sait pas trop sur quel pied l'opposition dans sa réalité. Alors, monsieur, on va boucler cette revue de presse pour ce qui est du lundi avec la question du parrainage qui a été évoquée par le Nouveau Réveil. Le journal a titré que les fichiers ont été manipulés entre la CEI et le Conseil constitutionnel et s'est interrogé sur les auteurs de cette supposée manipulation. Béta Michel, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, avant d'en revenir là, vous voyez, nous sommes contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'en 2020, en 2019, avant les péripéties du coup d'État militaire, on circulait tous au plateau. Il n'y avait rien. Je veux dire que... Vous voulez dire quoi? Non, je veux dire, en fait, ne soyons pas amnésiques. Vous estimez que les actions de l'opposition sont du bruit. Mais quand un pouvoir n'écoute pas son opposition, même en 2020 et en 2022, avant la rébellion armée, on circulait normalement. Il n'y avait même pas de choses. La sécurité était plus assurée que maintenant. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Moi, je pense que même nous gagnerons plus à encourager les dirigeants à écouter leur opposition qu'à se murer derrière un silence de mépris. Non, il faut qu'on arrête ça. On n'est pas assez fort suffisamment. Non, il faut éviter ce genre de discours-là. Quand on veut aider notre pays qui est déjà fragilisé par plusieurs années de crise à vouloir entrer dans une démocratie qui rassure les populations. Aujourd'hui, les populations, il ne manque pas de nous dire qu'elles sont apeurées. Ça, nous l'entendons tous les jours. Pourquoi? Parce que nous avons créé un climat qui fait craindre. C'est ça la question. Maintenant, pour en revenir au parrainage. Vous savez, depuis toujours, nombreux sont ceux qui ont dénoncé ce parrainage-là. Parce qu'il n'y avait pas de voie de recours. Dès qu'on te dit ton parrainage, il y a des doublures dans ton parrainage, tu n'as aucun moyen de recours. Même quand on te dit que tes parrainages ne sont pas suffisants, tu n'as aucun moyen de montrer que... Donc ça revient, maintenant, on a vu tout ce que c'est un moyen de sélection aux mains du pouvoir, des institutions du pouvoir. C'est aussi quelque chose qui a été oui, mais la manière de conduire ça, c'est ce que les autres ont toujours dénoncé. La manière de conduire ce parrainage-là a fait qu'aujourd'hui, il y a une seule entité qui peut te contredire. C'est la CEI, c'est le Conseil constitutionnel. Et vous voyez ce à quoi ça conduit. On nous dit Laurent Gbagbo n'a pas de parrainage. Simone Gbagbo a eu des parrainages. Ça vous étonne? Vous pensez que ce n'est pas possible? Mais attendez, on est en Côte d'Ivoire quand même. Nous sommes des observateurs avertis de ce pays. Lagou Henriette, qui s'est levé de la dernière nuit, a eu des parrainages. Laurent Gbagbo n'en a pas eu. Bon, quand on en arrive à ce genre de déduction-là, on se dit, bon, écoutez, faites ce que vous voulez. Vraiment, nous, on n'est plus prêts à entendre même ce que vous voulez dire, parce que ça frise le ridicule. Voilà, c'est ridicule et il faut changer cette méthode. D'accord. Vous pensez qu'il y a une manipulation des fichiers entre la CEI et non, on peut pas l'affirmer, je veux dire, comme ça, oui ou non. Mais je pense qu'il y a quand même des faits qui interrogent, qui tournent quand même un peu de grand mot dans ceux qui pensent que le Conseil constitutionnel, que le parrainage est
un mécanisme par lequel le parti au pouvoir peut se choisir le candidat. Quand tout à l'heure, Beta a donné l'exemple de Simone Gbagbo. Je veux savoir, est-ce que c'est une institution du parti au pouvoir? Quand vous dites que c'est un élément par lequel le parti au pouvoir sélectionne ses adversaires, est-ce que c'est quelque chose qui a été institué par le parti au pouvoir? Non, pas que ce soit le parti au pouvoir qui est institué, mais je veux dire que c'est le parti au pouvoir, je veux dire de par les juridictions qui ont été nommées, qui dit le droit, c'est la base de ça, qui donne les résultats du parrainage. Quand vous voyez par exemple que quelqu'un comme Dombello, qui a quitté le PPACI juste quelques semaines avant, qui dit qu'il est candidat et qui quelques semaines après à son parrainage, alors que Laurent Gbagbo n'en a pas, naturellement ça amène quand même à se questionner. Ça sera que moi je dis vraiment, moi je serais vraiment pour une réforme du code électoral. Qu'est-ce que vous proposez dans cette réforme? Ouais, je veux dire que pourquoi on permet déjà au Conseil constitutionnel de pouvoir donner vraiment le maximum de preuves. Le maximum de preuves. Et pour donner le maximum de preuves, je veux dire pour vraiment désarmer tous ceux qui le critiquent et qui estiment que le parrainage c'est pipé, on pouvait penser à quelque chose du genre où la CEI, par exemple, à son niveau déjà, fait d'abord un premier tri au niveau des candidatures. La CEI ne se contenterait pas juste d'enregistrer des candidatures, non. La CEI les reçoit et élimine déjà les premières candidatures qu'on appelle les candidatures vraiment qui ne remplissent pas du tout les conditions. De sorte à ce qu'au niveau du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel reçoive juste une liste vraiment réduite de candidats, pour que sur 2, 3 jours, 4 jours, il n'y a pas de souci, pourvu qu'on ait un processus qui soit vraiment transparent. On vient, même si c'est sur un écran géant, on vient, on dit, bon d'accord, M. Beta, il est candidat, voilà, et il a 12 parrainages où il y a des faux numéros de CENI, voilà le numéro de CENI, il a 14 parrainages où il n'y a pas de bons numéros de carte d'électeur, et tout est là, et on sait que, effectivement, quand M. Beta, il voit ça, il n'y a pas de débat. Mais la manière dont c'est organisé, où le Conseil constitutionnel, je ne doute pas de la bonne foi du Conseil constitutionnel, je ne dis pas que ce qu'ils ont dit n'est pas légal, mais je me dis que la manière dont c'est rendu, si en une minute, un dossier aussi important est évacué, comme ça, de cette manière-là, je pense que c'est un peu trop léger. Je souhaiterais que vraiment des choses soient faites pour que le Conseil constitutionnel ait même 2, 3, 4 jours, 5 jours pour donner les résultats. Quand la CEI ont fini les élections présidentielles, la CEI a 3, 4, 5, 6 jours, donne les résultats jour par jour. Pourquoi est-ce qu'on ne donnait pas, par exemple, le Conseil constitutionnel ne se pencherait pas sur un cap chaque jour? On peut dire, bon, Beta, il est candidat. Bon, concernant le cas de Beta, voilà son cas. Jusqu'à la fin, on dit, bon, il est éliminé. Un tel autre, il est éliminé. Mais déjà, il faut que le premier tri soit fait au niveau de la CEI pour ne pas que le Conseil constitutionnel se retrouve avec 60 candidatures, par exemple. D'accord. Tenabé Ousmane, est-ce que vous pensez qu'il faut plus de transparence dans cette question du parrainage? Je pense que c'est un système perfectible et ça doit, avec tout ce qu'on entend, susciter vraiment des réformes en ce qui concerne ce système-là, parce que son but est noble, hein. Voilà, lutter contre les candidatures fantaisistes et tout. Mais je pense que ça demande un travail démocratique, un travail de transparence. Il faut qu'on ait la possibilité que tout cela soit fait aujourd'hui en ligne, de sorte que toute la nation soit prise à témoin en ce qui concerne vraiment ces parrainages-là. Parce que quand on regarde ça comme ça, avec les fortes têtes qui ne réussissent pas à mobiliser les parrainages qu'il faut, quand d'autres qu'on pourrait appeler second couteau réussissent à le faire, ça peut naturellement susciter le flou dans l'esprit des uns et des autres. D'accord, messieurs, on se retrouvera dans quelques secondes pour la suite de cette émission, la revue de presse grand format. Vous êtes toujours sur les antennes de l'Intelligent TV. Bonsoir et bienvenue. Votre fait de l'actualité nationale et internationale. 2000 combien? Même pas un an, ça fait juste... Non, c'est pas maintenant. Ça fait juste 3 mois. Ça fait juste 3 mois. Suivez la revue de presse de l'Intelligent TV tous les jours à 7h30. Ça fait juste 2 ou 3 mois que le comité a été installé.
a besoin de savoir certaines choses, et qu'on ne lui sert pas ce savoir dont elle a besoin, et qu'on lui demande d'aller idolâtrer un individu, c'est la conséquence qui est là. La revue de presse grand format avec des journalistes de tous bords pour des analystes pointus. Non, mais il a dit, il n'était pas coupable, mais il a dit dans l'opposition qu'il va rendre ce pays ingouvernable. Donc je pense que c'est le pays ingouvernable là qu'il a créé. Tous les vendredis à 18h. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez la revue de presse grand format. Nos invités sont toujours avec nous sur ce plateau. Jean-Hubert Kofo, journaliste à l'Intelligent d'Abidjan. Tanabé Ousmane, directeur de publication de l'hebdomadaire Savane Info. Et Beta Michel, directeur fondateur du journal Le Bélier. On va s'intéresser à présent à la revue de presse quotidienne du mercredi 17 septembre 2025. On regarde ceci, on revient juste après. On ouvre avec le quotidien d'information générale Le Temps, qui titre à sa une « Violation des droits de l'homme, 29 militants du PPACI enlevés et arrêtés ». Le journal exprime son indignation face aux arrestations arbitraires de certains membres de l'opposition et estime que dans un état de droit, le peuple doit pouvoir exprimer librement ses idées. Promotion de la paix en Afrique, Alassane Ouattara distingué, rapporte le Patriote dans sa parution du jour. Le journal revient sur le prix décerné au chef de l'État ivoirien par le Forum d'Abu Dhabi en reconnaissance de ses actions en faveur d'une paix durable, aussi bien en Côte d'Ivoire que sur l'ensemble du continent africain. Considéré comme le plus haut sommet de la Côte d'Ivoire, depuis son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, le mont Nimba fait face à de nombreuses menaces liées au braconnage et à la déforestation. C'est ce que révèle une enquête express réalisée par nos confrères du quotidien d'Abidjan dans sa publication de ce mercredi. La Côte d'Ivoire fait partie des pays susceptibles d'accueillir sur son sol la prochaine édition du Trophée des Champions organisée par la Ligue professionnelle de football de France, rapporte le site d'information générale Africa Press. Selon le média, pour que cette réception ait lieu, le pays devra réaliser avec le Koweït et Oman, également en lice pour l'organisation. Couverture des élections. 132 journalistes en formation. Informe l'Intelligent d'Abidjan dans son édition du jour. Le journal met en avant l'attitude que doit adopter le journaliste pour promouvoir un monde de paix dans un contexte marqué par la désinformation, la mésinformation, les discours de haine et surtout en cette période électorale. On termine cette revue de presse avec le président de la République du Cameroun, Paul Biya, candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui lancera sa campagne pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, le 28 septembre prochain, à Maroua. C'est ce qu'affirme le site d'information camerounais Camerbi. Ce mercredi 17 septembre 2025 a rapporté que le président Alassane Ouattara a été distingué par le Forum d'Abu Dhabi pour ses actions. Je vois Beto en train de sourire, il nous dira pourquoi, en faveur de la paix durable en Côte d'Ivoire et comme en Afrique. La question que je pose à tous les trois, distinction méritée ou pas pour le chef de l'État, Kofo? Distinction méritée, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que le président Alassane Ouattara, il est le chef de l'État. Il est le chef de l'État ivoirien. Il est au pouvoir depuis 2011. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire est en paix. Un pays qui est en paix, qui est sorti d'une décennie de crise. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie les 10 années de crise qu'on a connues où le pays a été divisé en deux. Tous ces morts qu'il y a eu pendant la crise post-électorale. Et on en sort. Et le pays, comme on le dit, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je l'entendais dire par un ministre du gouvernement qui disait que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui au bord du paradis. Donc, quand on dit ça, ça veut dire que c'est un pays qui est quand même en paix. Non, clairement, quel que soit le bord politique auquel on appartient, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut sortir, aller et venir, vaquer à ses occupations. La Côte d'Ivoire a organisé la CAN, tout le monde était heureux. On sait combien de fois la Côte d'Ivoire a reçu des félicitations. Si un pays qui connaît cette quiétude-là, le chef de l'État n'est pas primé pour la paix, je ne sais pas à qui on pourrait le donner. Clairement, parce que la crise que la Côte d'Ivoire a connue, il y a des pays qui ont connu peut-être moins que ça et qui aujourd'hui sont encore sont encore déchirés. La Côte d'Ivoire, je me souviens très bien que pendant qu'on était encore dans la crise, autour de 2008, la Côte d'Ivoire avait reçu ici le président du Congo, le président de la République congolaise, Denis Sassou Nguesso,
Et il avait été question que la Côte d'Ivoire copie sur le Congo pour désarmer les bandes armées, et en tout cas faire en sorte que la paix revienne, parce qu'on sait que le Congo aussi avait connu une grande guerre. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un modèle, un cas école, un pays qui sort de 10 années de crise, d'une crise aussi grave, et qui aujourd'hui se retrouve comme ça en paix, où tout commence à rouler comme si de rien n'était. Je me dis qu'il y a des raisons pour que le président soit primé. Beta, pourquoi ce sourire quand j'évoquais ce sujet? Non, tu sais, depuis que le président Alassane est en poste, nous avons eu 3 élections, disons 2 élections, une élection de 2000 qui s'est soldée par des morts. Je ne sais pas sur quelle base un prix est attribué à un président dont les élections sont toujours truffées de contestations, de guéguerres, d'affrontements. Vraiment, je pense que ce prix-là vient encore. Dommage, ne pas encourager la volonté des Ivoiriens à voir leur pays renouer définitivement avec la paix. Mais comme l'a dit Kofo, il a apporté quand même la stabilité à la Côte d'Ivoire. Vous savez, le prix a été donné pour sa stabilité, pour son travail pour la paix dans la sous-région et en Côte d'Ivoire. Dans la sous-région, nous sommes autour de nous, tous des pays sont enclins à des actions terroristes. Les chefs d'État démocratiques ont été enlevés et on est dans la sous-région. Je ne vois pas réellement ces actions en faveur de la paix parce que nos voisins sont dans des États où on ne collabore même plus avec eux. Chaque fois, ce sont nos soldats qui sont arrêtés à des frontières avec ces pays-là. On est dans un état de belligérance. Je parle de belligérance armée, mais de conflit diplomatique presque avec ces pays-là. Donc, je ne crois pas que vraiment l'action du président Ouattara soit de nature à garantir la paix aussi bien dans la sous-région qu'en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à une veille d'élection et on voit la tension déjà palpable dans nos quartiers autour de nous. Donc, je me dis, ce prix-là va éloigner encore les Ivoiriens de croire qu'il y a encore des instances internationales qui peuvent apporter la paix, nous aider dans notre quête de paix. Parce que nous sommes au bord d'un conflit latent, post-électoral, préélectoral, et personne ne vient pour aider ce pays-là à amorcer un dégel des tensions, mais plutôt pour envenimer. Ce pays-là ne pourra que peut-être même nous envenimer encore la posture de ceux qui nous mènent droit dans des élections conflictuelles. Ténébé Ousmane? Oui, moi je veux qu'on regarde celui qui donne le prix. Voilà, c'est qui donne le prix. C'est quelqu'un qui nous regarde de dehors. Nous, on est entre nous ici, on a un certain nombre de sentiments nous concernant. Mais celui qui vient donner le prix au président de la République, c'est celui qui de très loin nous regarde. Donc, de là où il a arrêté qu'il nous regarde, il a une idée. Vous pensez qu'il maîtrise mieux le pays que ceux qui y vivent? Je pense que c'est sous cet angle-là qu'il faut regarder. Donc, il n'a pas interrogé. Il n'a pas interrogé le pays. Donc, c'est une vue aérienne. Voilà, on apprécie en fonction de son point de vue. Ok, d'accord. Et je pense que le regard, ou du moins l'image que vous faites de l'extérieur, là, elle est très importante. Si des gens, malgré nos péripéties, nous regardent et trouvent que nous avons des qualités, que celui qui est à la tête de notre pays le conduit avec brio, ça nous interpelle. Ça nous appelle à regarder les choses avec une certaine modération ou bien avec un certain esprit critique. Beta l'a dit, au regard de toutes les péripéties dans la sous-région, parce que le prix aussi, l'un des critères d'attribution du prix là, c'est que le président de la République a joué un rôle dans la paix sur le plan sous-régional. Est-ce qu'on peut pointer du doigt exactement ce qu'il a fait comme action dans la sous-région, dans ces pays qui sont confrontés à des crises, pour que vraiment on puisse percevoir la pertinence de ce prix qui lui est décerné? Moi, je peux rapidement évoquer le cas de la Guinée, notre pays voisin, la Guinée qui a subi un coup d'État contre le président Alpha Condé, mais dont le président de la junte a été reçu ici à Abidjan par le chef d'État Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara l'a encouragé à aller à l'élection, à aller rapidement à une élection
pour désigner des présidents vraiment qui seront reconnus par la communauté internationale. Et aujourd'hui, le général Doumbouya est en train d'organiser le référendum rapidement pour aller enfin à une élection présidentielle dès 2026. Voilà, donc ça veut dire que voilà quelque chose, par exemple, que le président Alassane Ouattara, un acte que le président Alassane Ouattara a posé pour, à l'endroit d'un pays de la sous-région. C'est vrai que le Mali, les autres pays, le Mali, le Burkina et le Niger, sont dans une autre idéologie. On sait qu'ils ont plus un penchant pour la Russie et tout ça, et que voilà, ils sont dans une autre idéologie. Mais déjà ça, la Guinée, quand on voyait que la Guinée, le président Alassane Ouattara appelle vers lui son jeune frère, on va aussi citer le cas du président gabonais, Oligui Nguema, qui aujourd'hui a été élu président de la République de Guinée, de Gabon, mais qui bien avant ça avait été reçu ici à Abidjan par le président Alassane Ouattara. Donc tout ça, c'est des actes quand même qu'on peut mettre quand même dans le panier et qui montrent que le chef de l'État il mérite quand même le prix. Tenabé, vous voulez réagir? Oui, en fait, sans rentrer sans lancer des fleurs au président de la République, je le dis toujours, c'est toujours un regard extérieur qui agit. Et donc, sur cette base, certes, il y a des péripéties diplomatiques entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, parce que c'est de deux qu'il s'agit, y compris le Niger, qui ont créé l'AES, et toute cette crise-là qu'on connaît. Mais nous ne sommes pas à un conflit ouvert avec ces pays. Quel rôle le président de la République a joué dans ça? Je ne sais pas. Mais je pense que tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Mais je veux aussi que ce prix-là soit regardé comme une interpellation. C'est-à-dire que dès lors où le président de la République est auréolé d'un tel prix, c'est une interpellation qu'on lui fait pour lui dire continue de garantir la paix, y compris dans ton pays et au-delà, dans toute la sous-région. Ça veut dire qu'il est très attendu pour la présidentielle en 2025? Tout à fait. Ce prix-là peut être regardé comme un message que les gens sont venus lui porter. La Côte d'Ivoire est importante, ton pays est important, il t'appartient de conserver, de préserver les acquis. Voilà, c'est comme ça. Un mot sur ce que Kofo a dit. Est-ce que le fait de recevoir Brice Oligui, Mamadi Doumbouya à Abidjan, est-ce que ça contribue à pacifier ces deux pays-là? Non, tu sais, Tenabé a dit quelque chose de fondamental. Il dit regardez le pays de l'extérieur. Peut-être que lui, il regarde la Guinée de l'extérieur, mais sinon en Guinée, Céline Dalein Diallo a lancé un appel contre le référendum parce que le référendum est un processus qui visiblement est taillé pour remettre Doumbouya en selle, pour avoir vu les objections qu'ont fait certains opposants. Donc ça dit que même c'est pas un processus qui garantit la paix en Guinée. C'est plutôt en fait le pouvoir militaire qui veut se maintenir au pouvoir qui organise un semblant de référendum, comme l'ont dit certains opposants guinéens. Donc aujourd'hui, en Guinée, le président Alpha Condé est toujours emprisonné. Mais si on veut aller à la paix, il faut le libérer. C'est ça aussi. Mais je dis qu'aujourd'hui, moi, personnellement, ce genre de prix-là, je mets un point d'interrogation dessus parce que c'est des prix de complaisance, surtout dans le contexte ivoirien. Le contexte ivoirien est devenu... Je ne sais pas si nous-mêmes on a la mémoire de notre histoire. Parce que d'aucuns pensent que comme rien, on ne voit rien, d'autres ont dit, ils sont partis plutôt pour dire que les interpellations du PPAC sont des échecs. Je ne sais pas sur quelle base. La Côte d'Ivoire, en 2000, on se promenait, en 1999, on se promenait au plateau. On était en train de manger. On s'apprêtait à aller fêter. Et cette année, on ne se promène pas au plateau? Non, je te dis qu'il n'y avait rien qui présageait des situations dramatiques comme celles que nous avons vécues en 1999. En 2002, il n'y avait rien qui présageait ces situations. Mais le climat délétère que nous avons créé a été à la base de la situation de la dégringolade. Donc, ça vous dit que quand on a une situation comme celle-là aujourd'hui, où les postures politiques sont diamétralement opposées, il faut travailler à les réconcilier. Et moi, je pense que si ce prix-là peut aider à faire en sorte que le président veuille écouter les voix discordantes qui se font entendre de plus forte manière dans ce pays, ça peut nous aider. Mais si c'est pour l'aider à maintenir sa posture qui nous entraîne droit dans un conflit électoral, je dis que ce serait dommage.
D'accord, c'est bien noté, monsieur. Avec l'aide de nos amis de la régie, nous allons découvrir à présent la revue de presse quotidienne du jeudi 18 septembre 2025 et on en parle juste après. On démarre avec la une de l'intelligent d'Abidjan de ce jeudi 18 septembre 2025. Le quotidien titre sur la 4e édition de l'Abidjan Media Forum qui ouvre ses portes aujourd'hui dans la commune de Port-Boué. Initiée par le journaliste Alafé Wakili, cette rencontre sera l'occasion de débattre de la contribution des médias à la tenue d'une élection apaisée, mais aussi de leur rôle face au défi du fact-checking à l'ère des réseaux sociaux. Dans son édition du jour, Le Matin s'intéresse au documentaire du journaliste Serge Koléa intitulé « Et si Kong Metera Kongte ». Le quotidien rapporte les propos de l'auteur qui appelle à redécouvrir l'histoire d'un empire et d'une civilisation raffinée, organisée, mais surtout profondément enracinée dans la tradition, la spiritualité et la vision politique africaine. Le candidat du PDCI-RDA à la présidentielle d'octobre 2025 sera retenu, maintient le journal Dernière Heure Monde, qui reste convaincu qu'une issue favorable sera trouvée à l'issue d'une nouvelle procédure introduite par l'ONU, et ce malgré la décision rendue par le Conseil constitutionnel, jugée définitive et sans recours par le parti au pouvoir. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, qui regroupe 37 organisations de la société civile et dirigée par Ibrahim Yao Rémy, a également réagi sur le sujet, rapportent nos confrères de l'Infodrome. Cette organisation appelle le Conseil constitutionnel à assumer pleinement son rôle de garant de la loi fondamentale avec impartialité afin de restaurer la confiance des citoyens. Interpellation de citoyens suspects. Le procureur connaît vraiment catégorique. Ni disparition ni exécution judiciaire. Titre L'Avenir. Le journal revient sur l'atelier initié par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en partenariat avec le réseau social Meta. À cette occasion, le procureur de la République a précisé que tout acte portant atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale peut donner lieu à une interpellation, quelle que soit la méthode utilisée. On ouvre cette partie avec le quotidien Dernière Heure Monde qui a titré que le candidat du PDCI, Tidjane Thiam, sera retenu pour la présidentielle d'octobre 2025 et reste confiant dans l'issue favorable d'une procédure introduite par le PDCI auprès de l'ONU. Monsieur, je voudrais avoir votre lecture de cette autre requête qui a été introduite par le PPACI auprès de l'ONU. Béta Michel. Le PDCI ou le PPACI? Le PDCI, autant pour moi. Ah bon, disons que le PDCI l'a dit depuis toujours qu'il se battra jusqu'au bout pour que son candidat soit retenu à cette présidentielle-là. Et je pense que c'est ce qu'il fait et il le fait si bien. Peut-être ça peut expliquer aussi l'absence du président Ouattara qui n'a pas voulu vraiment que peut-être être interrogé sur cette question par ses pairs. Parce qu'on connaît la pertinence des journalistes occidentaux. Je sais que s'il avait été à cette tribune-là, sur la posture de Tidjane, il allait être interrogé. Ils allaient forcément lui tirer les verres du nez pour savoir ce qu'il en est exactement. Donc, toutes ces questions-là peut-être ont mis peut-être mal à l'aise notre président qui n'a pas voulu se déplacer pour ne pas subir peut-être cette impertinence que je qualifie d'impertinence parce qu'ils ne se gêneront pas pour lui poser cette question. Donc, ils diront que c'est une manière d'entretenir l'espoir auprès des militants du PDCI. Mais c'est de bonne guerre. Mais pensez-vous qu'un parti comme le PDCI a tout intérêt à laisser mourir l'espoir de ses militants en leur président? Non, moi je pense que c'est ce que... Moi, je dis souvent aux Ivoiriens, vous savez, la Côte d'Ivoire, l'histoire démocratique de la Côte d'Ivoire est tellement récente. Quand on se souvient qu'Alassane Ouattara en 1995 n'a pas été retenu pour la présidentielle, qu'a-t-il fait? Il a commencé à se battre, il a entretenu l'espoir de ses militants. Au point d'être candidat en 2010, que quelqu'un entretienne l'espoir de ses militants. Au contraire, on doit l'encourager. Parce que c'est la lutte de ces militants. Ce sont les faux espoirs. Non, les faux espoirs, c'est vous qui le dites. Non, c'est vous qui le dites. On aurait pu le dire même pour le président Ouattara. Parce que là, aujourd'hui même, je ne vais pas rappeler les faits, tout le monde les connaît. Mais je dis que s'il y avait de faux espoirs, c'est sur la candidature du président Ouattara. Mais aujourd'hui, Tidjane Thiam, il est dans la légalité. Il est dans la légalité. Il a posé tous les actes qu'il faut légalement pour être candidat à la présidentielle. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, les militants du PDCI ont un atout indéniable.
celui de faire bloc derrière leur président afin de permettre à ce qu'il soit candidat en 2025 et pourra pas gagner cette présidentielle. Donc je crois que tout ce que font les dirigeants de ce parti-là est de bonne guerre et il faut les encourager. Que vaut cette nouvelle requête à vos yeux? Non, moi je dis que tout ce qui est démarche légale, tout ce qui respecte la loi, tant que ça respecte la loi, moi je salue. Je me dis que le PDCI ne baisse pas les bras, le PDCI fait, comment dire ça, un forcing pour que son président, son candidat, soit sur la liste finalement sur le bulletin de vote, pour que les militants puissent cocher en bas. Mais en même temps, je me dis, c'est pas si on se souvient qu'il y a plusieurs mois où je disais ici que le PDCI-RDA se préparait à aller à un boycott de l'élection, mais c'est ce dans quoi on est aujourd'hui de plein pied. Le PDCI-RDA qui aurait pu, au moment où le conseil, au moment où le président Tidjane Thiam a été retiré de la liste électorale, choisir un plan B rapidement pour pouvoir permettre aux militants aujourd'hui de pouvoir avoir quelqu'un pour qui voter, voilà, préférer se mettre dans une logique de passer en force. Et ça, c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, on voit que le pays est en train de perdre des cartes quand on voit une dame comme Linda Diplo à Bassam. Moi, je suis à Bassam, je vis à Bassam, mais je sais qui c'est cette dame-là, c'est elle qui a porté de bout des bras les couleurs du PDCI-RDA pendant les dernières municipales, au moment où certains cadres du PDCI-RDA à Bassam, dont je ne sais pas le nom, ont créé des mouvements de militants PDCI pour le RADP. Voilà. Des cadres du PDCI qui aujourd'hui sont au PDCI-RDA qui ont créé des mouvements de soutien pour le candidat du RADP qui était Jean-Luc Moulot. Mais Mme Lisa Diplo était la seule à porter de bout de bras les couleurs du PDCI-RDA. Aujourd'hui, elle a jeté l'éponge, elle a eu RADP. Le PDCI-RDA avant, il y a eu Achille Patrice, avant, il y a eu Kobena Adjumani. Donc, le PDCI est coutumier de ces départs-là. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment malheureux que le PDCI-RDA se trouve dans cette situation-là où beaucoup de ces cadres sont en train de plier bagage, où à la limite, on a l'impression que la vie du PDCI-RDA est aujourd'hui fonction du battement du cœur du PPACI. Si le PPACI meurt aujourd'hui, le PDCI c'est mort. Puisque le PPACI aujourd'hui qui annonce les actions que le PDCI va soutenir. Le PPACI a dit quoi? On va organiser un mouvement que tout à l'heure Beta a qualifié de marche. C'est sûr que ce sera le cas, mais un mouvement démocratique. Et ils ont dit quoi? On va voir avec le PDCI-RDA comment le mener. Le PDCI-RDA n'a pas fait de communiqué dessus. Mais le PDCI-RDA se reconnaît dans cette déclaration-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le PDCI-RDA vit au rythme du battement du cœur du PPACI. Et c'est grave. Un grand parti comme le PDCI-RDA. Et ça, c'est une situation vraiment qu'aujourd'hui, on déplore malheureusement. Moi, je dis que cet recours au niveau de l'ONU n'aboutira pas. On l'a toujours dit ici. Il n'aboutira pas. Le président Alassane Ouattara, il a toujours dit que je me souviens d'une décision qu'une institution internationale avait donnée. Et le président Alassane Ouattara, de retour à Abidjan, avait dit que la Côte d'Ivoire ne l'appliquera pas. Et la Côte d'Ivoire ne l'a pas appliquée et la Côte d'Ivoire n'est pas morte. Donc moi je dis qu'à un moment donné, il faut quand même connaître l'homme qu'on a en face, Alassane Ouattara, le connaître comment il fonctionne et puis marcher en fonction. Dans le pays lui appartient. Alors cet autre, est-ce qu'il vient pour confirmer que le précédent recours a été rejeté par l'ONU? Oui, en fait, les manettes à la main de l'ONU sont très fragiles dans le processus actuel. Cela veut dire quoi? Oui, je veux dire que l'ONU n'a pas une large marge de manœuvre. Voilà, l'ONU n'a pas de marge de manœuvre. C'est l'ONU qui a en 2010 ordonné. Oui, en 2010, l'ONU avait plus de force en 2010. Ah, ils n'ont plus de force maintenant? Non, l'ONU pourquoi? Les Ivoiriens, l'arène politique, la classe politique ivoirienne est allée donner le pouvoir à l'ONU. Donc, à ce moment-là, l'ONU avait toute la force. Okay. Mais dès lors où, en 2017, l'ONU a quitté la Côte d'Ivoire en grande pompe et considéré la Côte d'Ivoire comme un success story. C'est-à-dire que dans toutes ces missions qu'elle conduit dans le monde, il nous a de succès. Voilà, celle qu'elle a conduite en Côte d'Ivoire a été une réussite. Et tous ces démembrements ici ont été reversés à la Côte d'Ivoire.
Donc, à partir de ce moment-là, la Côte d'Ivoire a repris toute sa souveraineté. C'est dans cette dynamique-là que nous sommes. Donc, toute action à l'extérieur, de mon point de vue, est vraiment vouée à l'échec. Il faut que tous les cadres, tous les partis politiques reviennent sur le terrain. C'est sur l'arène politique que les choses se jouent. C'est là qu'il y a le salut. Sinon, tout ce qui sera fait, Kofo l'a dit tout à l'heure, la toute puissante Cour africaine des droits de l'homme, qui rend un jugement et qui est rejeté, qui n'est pas reconnu, et en même temps, la Côte d'Ivoire dit qu'elle ne se reconnaît plus dans cette cour-là, et le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Donc, il faut que les gens reviennent sur terre. Voilà. Comme il a dit, on peut entretenir l'espoir des militants en faisant des actions ici et là, en espérant que, demain, d'autres auspices s'ouvrent. Mais à la vérité, de mon point de vue, dans les faits, c'est un coup d'épée dans l'eau. D'accord, monsieur, on va partir maintenant pour la dernière étape de cette émission. Là, nous sommes au vendredi 19 septembre 2025, une date historique en Côte d'Ivoire qui nous rappelle de mauvais souvenirs. On va suivre un peu la revue de presse de ce jour et on revient pour la décrypter. On démarre avec le Rassemblement qui, dans son édition du jour, titre 19 septembre 2002, 19 septembre 2025. Il y a 23 ans, le général Guéhi était assassiné. Le quotidien rappelle les circonstances de l'assassinat du général Robert Guéhi, alors président de l'UDPCI. Un épisode sombre de l'histoire politique ivoirienne. Présidentielle 2025. Unanimité à Abidjan Media Forum pour des élections apaisées. Rapporte l'Intelligent d'Abidjan dans son édition du jour. Le journal revient sur la 4e édition d'Abidjan Media Forum, au cours de laquelle des acteurs de l'écosystème médiatique et d'autres experts ont pris l'engagement de contribuer à l'organisation d'une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Résistance contre le 4e mandat illégal, Gbagbo alerte les Ivoiriens, unis, déterminés et mobilisés, nous serons plus forts. Affiche à sa une la voix originale. Ce quotidien rapporte les propos de l'ex-chef d'État, selon lesquels il est encore temps pour le parti au pouvoir de privilégier la paix et d'ouvrir la voie au dialogue afin d'éviter au peuple ivoirien de revivre des situations similaires à celles de 2011. De son côté, le RHDP a procédé à la présentation de l'équipe de campagne de son candidat, rapporte le quotidien Le Matin. Le journal détaille la mise en place de cette équipe qualifiée de grosse artillerie et précise que le lancement officiel de la campagne du candidat du parti au pouvoir est prévu pour le 11 octobre prochain. Liberté d'expression, un droit garanti face au verrouillage institutionnel. Barre à sa une, le quotidien Le Bélier. Le journal fait état du fait que la recrudescence des restrictions à la liberté d'expression pourrait continuer à polariser le débat politique. Le média estime que la liberté de critiquer et d'analyser est un droit constitutionnel. On termine avec l'actualité sportive. La Côte d'Ivoire progresse dans le classement mondial en se hissant au 44e rang avec 1483,83 points selon le site All Africa. Cette performance permet au pays de réintégrer le top 5 africain, dévançant le Nigeria, désormais 45e, avec 1483,73 points. Alors, Michel Betta, on l'a entendu dans l'élément, dans la parution de ce vendredi du Bélier, le journal dont vous êtes le directeur. Vous avez publié un article intitulé « Liberté d'expression, un droit garanti face au verrouillage institutionnel ». Pourquoi ce choix de titre ? Non, ça s'explique aisément. Vous avez on a commenté ici même la lettre du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, qui demandait au préfet de ne pas écouter les contestataires. Moi, je ne sais pas à quoi ça répond, mais la Constitution prévoit quand même les marches, les contestations, surtout que ça se passe de façon démocratique. Venir apporter une motion aux autorités compétentes. Moi, quand on en arrive à cela, c'est une manière de verrouiller l'expression démocratique, c'est une manière de verrouiller la libre expression. Je l'ai dit, quand on dit insusceptible de recours, c'est juridique. Mais ça n'empêche que la rue peut se manifester. Voilà, c'est ça aussi. Il faut donner le droit aux Ivoiriens, quand on les tape, d'exprimer leur colère. C'est ce qui a justifié ce titre-là. Je pense que c'est de bonne loi parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas oublier que le RHDP a battu le pavé pour que son président soit là. Il a battu le pavé contre la Constitution. Ils ont battu le pavé contre des lois.
pour que le président Alassane Ouattara soit au pouvoir aujourd'hui. Non, on ne va pas empêcher d'autres de battre le pavé, de marcher, de protester, de contester. Non, si on le fait aujourd'hui, c'est qu'on veut les empêcher de s'exprimer, ils vont s'exprimer autrement. Donc c'est ce qui sera dommage. D'accord, voilà. Très bien. Vous êtes directeur de publication de Savane Info. Si vous devriez traiter ce sujet, comment vous le feriez? D'abord, rendre compte parce que c'est ça qui est sacré dans le métier que nous exerçons. Voilà, maintenant, en termes de commentaires, il faut aussi regarder, comment on appelle, je dirais, le contexte. Voilà, le contexte. Et puis, les gens sont libres. Je vais dire, l'opposition est libre d'apporter les critiques qu'elle veut. Mais en définitive, il faut sensibiliser les gens à aller voter. Parce que le droit de vote doit abolir le droit de révolte. Vous allez voter, c'est quand on vous empêche de voter, quand vous avez le sentiment qu'on vous prive de ce droit que vous avez la légitimité de vous révolter. Et je crois que l'État est en train de garantir ça. Tant que ce système est là, qu'on a la possibilité d'aller exprimer ce que nous voulons, à partir de ce moment-là, les choses sont faites. D'accord. Alors, Kofo, l'intelligence d'Abidjan a rapporté présidentielle 2025, unanimité à Abidjan Media Forum pour des élections apaisées. Le journal est donc revenu sur la 4e édition de ce rendez-vous où acteurs médiatiques et experts se sont engagés à contribuer à un scrutin apaisé. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Non, mais écoutez, ça a été vraiment un grand rendez-vous pour la presse. Abidjan Media Forum a été ce rendez-vous qui a été initié par l'intelligence d'Abidjan pour vraiment se pencher sur les problèmes de la presse, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Et cette année, on a mis plutôt l'accent sur les élections apaisées. Pratiquement hier, lors de ce forum-là, la presse était littéralement au banc des accusés. Voilà, tout le monde nous a tiré là-dessus à boulet rouge. Peut-être que nous sommes ceux qui mettons le feu au pays, à la limite, à chaque période électorale. Mais en même temps, moi j'ai particulièrement retenu surtout les prises d'intervention, mais lors du premier panel qui était intitulé rôle et responsabilité des médias dans cette, pour les apaiser, moi j'ai tout de suite retenu vraiment l'intervention du cher Kouma Diallo, qui lui qui est un juriste sénégalais et qui a insisté sur un fait, l'indépendance de nos médias. C'est-à-dire que quand un journaliste il est embarqué, c'est le terme qu'il a utilisé, un journaliste embarqué, pendant une élection présidentielle, un candidat vient vous prendre, il prend le journaliste est dans son convoi, et c'est lui qui paye son déjeuner, c'est lui qui le loge, c'est lui qui fait tout. L'organe de presse dont il est issu n'a pas suffisamment de moyens pour lui permettre de suivre la campagne, de suivre un candidat de façon indépendante. Mais est-ce que celui-là, il peut être vraiment indépendant dans le traitement de l'information? Parce qu'à partir de ce moment-là, quand le leader politique lance la phrase, une phrase qui est une phrase pyromane à la limite, ou quelque chose qui normalement doit être censuré, et que la personne vient lui dire, écoutez, monsieur le journaliste, c'est ce titre-là que vous devez choisir. Est-ce que ce journaliste-là a la possibilité de lui dire non, je ne prendrai pas ce titre-là, mais je prendrai plutôt celui-ci. Le lendemain matin, il n'est plus dans le convoi. Voilà. Donc moi, je pense que le problème de la capacité pour nos médias de financer les reportages, sinon la couverture de la campagne présidentielle, c'est vraiment important pour que les journaux que nous sommes, les médias que nous sommes, nous puissions vraiment savoir trier l'information, pouvoir dire non à un message qu'un leader politique a envoyé, espérant qu'on va le relayer, et nous, on va le relayer, et nous, on peut dire non, on ne le relaie pas, mais on va relayer plutôt tel autre message que vous avez balancé qui, lui, est beaucoup plus en faveur de la paix. Je pense que c'est vraiment ça
qui m'a vraiment marqué dans cette édition. Est-ce que c'est possible, dans le contexte actuel, de dire non à un politique de qui on dépend? Vous étiez présent à cet événement, vous avez même fait une communication. Oui, moi j'ai été particulièrement surpris et agréablement, disons, par cette rencontre de haut niveau pour les médias. J'ai déploré un peu l'absence de certains de nos confrères parce que c'était un lieu d'enrichissement pour apprendre. Et ce que je puis dire, c'est, en fait, la responsabilité, c'est pas ce qu'on te donne qui implique qui engage. Non, tu désengages ta responsabilité. La responsabilité est totale. Même si on t'a donné 1 milliard, mais il faut que tu sois assez responsable pour ce que tu fais. Parce que tu as choisi ton métier, tu as choisi d'être journaliste. C'est comme on te dit, tu es un bouilleur, tu as nettoyé les caniveaux, même si c'est très sale, tu vas les nettoyer. Donc, il faut que le journaliste comprenne qu'il y va de sa responsabilité première. Voilà, il ne faudrait pas qu'on cherche à se cacher derrière certains paramètres du métier. Bien que nous savons que c'est difficile, mais il faut que tu mesures ta responsabilité en premier avant d'envisager tout autre paramètre autour. Même si quelqu'un t'a donné 1 milliard, si ta responsabilité doit engager, parce que quand tu finis d'écrire, c'est toi qui est ciblé, hein. C'est pas celui qui t'a dit d'écrire. Voilà, c'est comme si tu dis à un enfant, va manger du sable. Et puis, il dit, non, c'est ton qui m'a dit de manger du sable. Mais attends, l'enfant doit être suffisamment mature pour savoir que le sable, ça tue. Hein, le sable, on ne le mange pas. Bon, bref, pour dire que d'aucuns veulent justifier certains impairs. Moi, je ne suis pas de cette catégorie d'hommes-là. Moi, je pense que il y va de moi-même ma responsabilité. Si j'accepte de ne pas dire quelque chose, c'est de ma responsabilité. Si j'accepte de le dire, c'est de ma responsabilité. Ce n'est pas lié à ce que tu me donnes. Tout le monde peut prétexter, je n'ai pas assez d'argent, je raquette sur la route, comme on voit certaines entités, je n'ai pas assez, je fais ça, je n'ai pas assez, je fais ça. Et tout le monde se trouvera des excuses pour faire ce qu'il veut. Il faut que chacun assume sa responsabilité. Si tu estimes que tu es journaliste, quel que soit celui qui t'embarque, il faut que tu saches que c'est ta responsabilité en première. Alors, très bien, pour le dernier sujet de cette émission, il est relatif à la présentation de l'équipe de campagne du président Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Ça a été fait hier jeudi par la direction du parti. Le ministre Gilbert Kafana Koné a été désigné directeur national de campagne. Alors, cette équipe a été qualifiée par nos confrères de l'Avenir comme une grosse artillerie. Oui, je pense que il n'y a pas, c'est tout à fait, ça va dans l'ordre normal des choses que l'Avenir ait ce titre. Mais je le disais, on est embarqué dans l'avancée de façon inexorable du processus. Et c'est ce qui est dans l'esprit du parti au pouvoir et de l'État. Donc, chaque jour qui passe compte. Donc, c'est le lieu pour moi d'interpeller peut-être l'opposition, de réfléchir rapidement sur le mode opératoire qu'il y a pour choisir une alternative. Sinon, la machine est en train d'avancer. Je vais parler des questions de plan B et autres. Mais si ils sont allés déposer les candidatures et que le Conseil constitutionnel, dont ils savent que la décision est irrévocable, à partir de ce moment-là, il faut se mettre dans le système et commencer déjà à réfléchir sur un autre plan. C'est vrai que hier, ou du moins c'est hier que le PPAC a refusé, en tout cas a dit qu'il ne soutient pas, voilà, ne se céderait pas l'un de ces insurges. Mais ils ont encore de la carte. Sinon, le processus est vraiment engagé. Le RHDP, parti au pouvoir, ne perd pas de temps. Il faut un mot sur cette équipe? Oui, bien sûr. Non, mais c'est le thème. Hein. C'est une grosse machine. Puisqu'on y trouve tous les membres du gouvernement, tous les présidents d'institutions. Voilà, tout le monde. Hier, je me dis que financièrement, le RHDP n'a pas de problème d'argent. Même si le RHDP, c'est vrai qu'on dira que... je dis, même si le RHDP devait lever même une cotisation au niveau juste de cette équipe-là, ça serait fait, ça sans problème. Donc, je me dis que c'est effectivement une grosse machine. Maintenant, c'est une machine effectivement qui est programmée pour broyer tout sur son passage.
Mais est-ce que aujourd'hui l'opposition peut freiner cette machine-là? Ça va dépendre de ce que le PPACI et le PDCI vont décider, puisque ce sont les têtes, ce sont les locomotives de cette opposition. Je parle de l'opposition politique. Voilà. Maintenant, est-ce qu'ils vont... On a encore quelques semaines avant l'élection. Peut-être que la sagesse peut les gagner, et puis décider finalement de revenir sur terre et chercher à suivre un autre candidat. Mais attention, à mesure que le temps passe, ça devient tard, puisque il faudrait chercher le financement, chercher tout ça. Je ne veux pas leur apprendre ce qu'il faut pour faire une campagne. Et quand le temps passe et qu'on sent une certaine tergiversation au niveau de cette opposition-là, vraiment, ça montre que le RADP est vraiment parti en roue libre. Et c'est le même constat, le même avis? Non, vous savez, moi je suis surpris même qu'on parle de l'équipe de campagne d'un groupe, d'un parti politique, et les gens sont en train de vaguer sur l'opposition, demandent la sagesse de l'opposition. Mais qu'est-ce que ça va avoir? Moi je constate l'équipe de campagne du RADP, c'est chasser le naturel, il revient au galop, c'est le RDR. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on prend pour un directeur de campagne un candidat qui a perdu une élection locale. Mais c'est dit que, en fait, les gens sont RADP, ils n'ont pas compris que le RADP, c'est pas encore débarrassé du RDR. Le RADP, dans son esprit, là, c'est le RDR. Les autres sont là pour le faire valoir. C'est cette équipe de campagne là le démontre suffisamment. On peut pas, tu n'as jamais voir dans un directoire de campagne, prendre un directeur de campagne qui a perdu une élection locale. Et c'est le cas de Kafana. Il a perdu une élection à Yopougon. Tu le prends pour me mettre ton directeur de campagne. Mais c'est RADP, non? Non, mais il est RADP. Non, je veux dire que... Non, s'il te plaît, on analyse une équipe de campagne. Voilà, une équipe de campagne, c'est les têtes fortes qui ont déjà montré leur capacité à vaincre l'adversité qu'on met en tête. Il a remporté aussi 2 élections. Non, mais il a remporté 2, mais la dernière. En fait, on va de 2011 à 2015. Qui est le directeur de campagne du président actuel? C'est Kafana qui vient d'être débarqué de la mairie de Yopougon, qui s'est déroulé en 2000. Il n'était pas candidat à la mairie. Non, je dis qu'il n'était pas candidat parce qu'on savait qu'il allait perdre. C'est pourquoi il avait perdu assez de lecteurs. Donc, on savait que c'est pourquoi ils ont envoyé quelqu'un d'autre. Donc, moi, je pense que dans la tête du RADP actuel, là, c'est les autres qui se trompent. Sinon, ils sont des faits valoir. L'équipe de campagne le montre suffisamment. Le RDR ne va pas quitter sa ligne et il va continuer de se battre en tant que RDR au détriment de tous ceux qui l'ont rejoint. Moi, c'est le solution. Vous demandez la parole. En fait, j'espère que ce n'est pas pour répondre, je vais répondre aussi. Voilà, on dit de commenter une équipe de campagne. Tu es parti sur l'opposition, alors qu'on parle de l'équipe de campagne, d'analyser une équipe de campagne. Non, allez-y. Ce que je veux dire, c'est une élection présidentielle. Oui. Et c'est un champion qui est promu. Oui. Donc, l'équipe qui constitue, l'équipe de campagne là, s'accrocher sur les subtilités. Qu'est-ce que tu appelles subtilité? On dit directeur de campagne. Oui, mais c'est un perdant, un loser. Toi, tu vas prendre un loser pour faire ton directeur de campagne? Toi aussi, de quoi tu parles? La campagne de qui il bat, ce n'est pas lui qui est le candidat. Et d'ailleurs, on peut perdre une élection locale et gagner une élection présidentielle. En tant que directeur de campagne. Une élection présidentielle là. Mais attends, ça c'est ton point de vue. Une élection présidentielle. Moi, de ce que j'observe, le RADP n'a pas encore fait son véritable but. C'est le RDR en puissance qui se met en place. On va s'arrêter là pour cette émission. Merci, messieurs. Merci à tous les trois d'être venus pour commenter tous ces sujets qui ont fait le tour des différents organes de presse durant cette semaine. Merci Kofo, merci Tenebe Osman, merci Beta Michel. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à notre ami Mustafa Ismaïla qui nous a permis d'avoir toutes ces revues de presse de la semaine. À très bientôt pour un autre numéro.